Hello en direct du salon Rismart du Luxembourg, Idriss Gossens ici, le fondateur de PropTech Lab, et j'ai le plaisir d'être avec mon ami. Ok. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut commencer par qui tu es? Qu'est-ce qui te passionne en dehors du boulot? Voilà. Alors, en fait, moi, j'ai une grande chance, c'est que j'exerce le métier qui est ma passion. Donc, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être agent de change. J'ai eu cette grande chance de pouvoir travailler en bourse, d'aller sur les marchés, pour ceux qui ont vu le film de Wall Street, d'être un trader, de pouvoir vraiment pratiquer sur les marchés boursiers. Et ça m'a passionné. Et Bibon, c'est la continuité de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire essayer de pouvoir présenter ou proposer aux investisseurs un produit d'investissement qui leur convienne et qui est en adéquation avec soit leurs moyens, soit leur envie. Voilà. C'est ça. Donc on a un petit peu commencé à expliquer la proposition de valeur de Bibons, mais j'aimerais quand même apporter plus de clarté. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre proposition de valeur? Alors, ce que nous faisons, c'est qu'on a la grande chance d'abord d'avoir un agrément qui nous permet de pouvoir faire un appel public à l'épargne. Et c'est vraiment ça. La valeur ajoutée de notre structure, c'est que on permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'aller en bourse et qui est quand même la source de financement. Je veux dire, si tu veux trouver des fonds auprès de l'épargne publique, mais tu dois aller en bourse. Ouais. La grande chance que nous avons, c'est par cet agrément, on peut proposer à des gens qui n'ont pas la structure pour aller en bourse de pouvoir malgré tout recourir à un appel public à l'épargne et de pouvoir lever des fonds auprès de citoyens, auprès de trésorerie, placement de trésorerie ou n'importe quoi, et de pouvoir récolter des fonds pour des montants de maximum 5 millions d'euros. Voilà. Et donc, c'est une espèce de petite bourse. Et pour nous, enfin, en ce qui me concerne, c'est génial parce que c'était vraiment l'idée, c'est de pouvoir créer un marché d'obligations privées indépendant du marché boursier. Ouais, très clair. Donc, Voilà. crowdlending, source de financement alternatif pour les promoteurs immobiliers qui permet aux citoyens d'investir. Et je trouve que peut-être philosophiquement, c'est même important dans la société parce que on construit l'environnement dans lequel on va vivre, les villes dans lesquelles on passe 85% du temps. Et donc, Oui. si on peut contribuer à investir, voire même à choisir les projets dans lesquels on va investir, c'est génial. Oui. Donc, Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas des moyens énormes de pouvoir malgré tout profiter du financement privé. Parce que jusqu'à présent, le financement privé était réservé à des gens qui avaient des moyens importants. Parce que c'est normal que si tu as besoin de 300 000 euros, ben, tu préfères trouver 3 personnes à 100 000 et tu vas te focaliser sur ces 3 personnes à 100 000. Tu ne vas pas aller trouver 300 personnes qui vont te prêter 1 000 euros parce que tu n'as pas la possibilité. Nous, c'est notre core business. On regroupe 300 personnes qui, à raison de 1 000 euros, 500 euros, vont financer ton projet. Et c'est ça le gros avantage qu'on apporte notamment aux porteurs de projets, c'est qu'on a, nous, la structure pour récolter les fonds et pour opérer un financement privé à l'intention de citoyens qui n'ont pas obligatoirement les moyens nécessaires et suffisants pour mettre des tickets de 100 000 euros. Et on les oublie. On oublie bien souvent ces gens parce qu'ils n'ont aucune offre. Les personnes qui ont 20 000 ou 50 000 euros d'épargne, et c'est déjà une chance d'avoir 50 000 euros d'épargne, mais en fait, on ne leur propose rien. ouais. Et nous, on arrive avec une offre qui, malgré tout, peut les intéresser parce que c'est l'économie réelle. Tu participes à un projet immobilier ou à un développement en plus, corpo et tu le vois, tu Ouais. vois ce qu'il en est et c'est quand même beaucoup plus intéressant que spéculer en bourse, quoi. Et c'est un agent de change qui le dit, donc crois-moi. Ah ouais, ça pèse son pesant de cacahuètes, si j'ose dire. Et est-ce que tu peux nous ramener un petit peu un pas en arrière dans le temps, nous expliquer comment est-ce que quelle fut la genèse de Bibon? Ouais. Ça a été créé comment? Alors en fait, Bibons est créé suite à une réflexion purement personnelle après la crise de 2008, donc la crise des subprimes, où là, moi je suis un véritable professionnel financier et je me suis rendu compte qu'on avait exagéré. On avait exagéré parce qu'on avait créé des produits financiers qu'on avait placés à outrance auprès de clients qui ne comprenaient pas dans quoi ils investissaient, et ceux qui les plaçaient ne comprenaient pas non plus ce qui arrivait. Et vraiment, la déroute et la presque faillite de Fortis, ça a quand même été révélateur parce qu'il y a beaucoup de gens, à mon époque, une Générale de Banque ou une Fortis, c'était le produit par excellence de fonds de portefeuille que personne ne touchait. Et cette valeur a périclité pour se retrouver quasi en faillite. Et donc, ça a quand même ruiné beaucoup, beaucoup d'épargnants, alors que la direction même de Fortis n'avait pas compris ce qu'il faisait. Donc, suite à ça, je me suis dit qu'il y avait quand même moyen, enfin, il devait avoir moyen de rendre la finance plus intelligente, plus compréhensible et plus utile que des placements spéculatifs boursiers. Et j'ai vraiment réfléchi en me disant comment faire pour que
pour pouvoir permettre aux gens de financer des projets. Et à force de réfléchir, d'essayer, est arrivée la loi sur les plateformes crowd qui a permis justement d'avoir un agrément pour faire appel public à l'épargne. Et donc là, pour nous, enfin en ce qui me concerne, c'était recréer une espèce de société de bourse digitale qui permettait aux investisseurs de placer leur économie dans des projets qui n'étaient pas obligatoirement des mises en bourse, mais qui étaient des mises sur la plateforme. Ouais. Ah ouais, très clair. Et est-ce que, pour être concret, tu pourrais nous présenter un ou quelques projets que vous avez récemment financés, par exemple, Oui. pour comprendre type de projet, type de taille, etc. Alors, on va rester dans la zone géographique. On va parler d'un projet qui a été financé sur le Luxembourg, qui s'appelle Calista, qu'on a financé, je pense, au mois d'avril ou début mai, grand maximum, et qui était en fait une demande d'un promoteur luxembourgeois de pouvoir se financer par rapport à l'acquisition d'un terrain qui avait été fait à Leu-de-Lange et de pouvoir récupérer le financement qu'il avait opéré pour l'acquisition du terrain et de pouvoir récupérer 1,2 million. Et donc nous, on a fait toute l'analyse parce qu'il faut savoir que chaque fois, on fait valider toutes les informations par un Big Four. On a fait une note d'information, on a fait appel public à l'épargne pour le promoteur et de façon assez totalement incroyable, le 1,2 million a été levé en moins d'une minute, en 45 secondes. Wow. Donc pour nous, ça a été un problème par rapport au réseau qui a failli exploser au serveur, mais il n'empêche qu'il y a vraiment une réelle demande de la part des investisseurs de pouvoir participer à ce genre de projet, parce qu'il est vrai qu'à Luxembourg, et là je parle uniquement sur la zone où on se trouve, mais le risque est assez faible par rapport au fait que le projet ne se vende pas. Et parce qu'il y a une réelle demande qui est bien supérieure à l'offre ici, et donc on profite de cette particularité géographique immobilière pour pouvoir présenter aux investisseurs des projets où malgré tout on se sent très en sécurité par rapport au remboursement final. Et vu la rentabilité développée par les projets, les promoteurs luxembourgeois n'ont aucun problème à payer du 9% d'intérêt annuel. Ce qui fait que c'est vraiment win-win pour tout le monde. Ouais. Et donc ça, c'est pour citer comme exemple ce projet-là, parce qu'il était local, mais on a vraiment été surpris de la rapidité du financement. Ouais, ok, très clair. Et tu as déjà répondu à certains éléments, mais j'aimerais quand même... être sûr de bien comprendre quel est l'intérêt de faire appel à l'épargne citoyenne pour financer les projets immobiliers. Donc pourquoi est-ce que c'est une bonne source de financement, outre les 1,2 million en moins d'une minute, mais de manière générale? Pourquoi? Il y a vraiment deux raisons fondamentales. C'est que d'abord, la plupart des promoteurs qui s'adressent à nous, soit ont les fonds nécessaires mais sont bloqués dans un projet, soit n'ont pas les fonds nécessaires, les fonds propres nécessaires, parce que, et ça, je veux dire, c'est malheureux, mais c'est une chance pour nous, les banques ont resserré les conditions de crédit. Et donc, avant, ils prêtaient aux alentours de 100%, maintenant, on est entre 60 et 80%. Post-Covid ou c'était déjà le cas? C'était déjà avant. Ouais. Donc, mais le Covid n'a pas arrangé les choses. Ce qui fait que les banques demandent un effort de fonds propres. Et ces fonds propres, sur des projets quand même d'envergure, ça peut se monter parfois à 2-3 millions d'euros et tout le monde n'a pas, les promoteurs auxquels on s'adresse, n'ont pas obligatoirement les 2 ou 3 millions d'euros. Donc pour eux, c'est évidemment une aubaine de pouvoir recevoir, récolter des fonds et en fait, en ne faisant qu'une démarche, c'est venir nous trouver nous. Et non pas aller faire le cercle de tous leurs family and friends pour récolter les fonds et de passer plus de temps à faire de la finance plutôt que la promotion. Donc nous, on arrive à ce niveau-là, on leur dit, écoutez, concentrez-vous sur ce que vous savez faire, c'est la promotion, parce que vous avez tout intérêt à bien le faire. Et nous, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est lever des fonds. Ouais. Et donc, c'est vraiment une relation win-win. Et donc, l'intérêt pour le porteur de projet, c'est d'avoir des fonds qui lui sont mis à disposition très rapidement, parce que ça nous prend quand même maximum 1 mois et demi à 2 mois pour lever les fonds, après avoir étudié le projet. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est un appel public à l'épargne. Donc, qui dit appel public, ça veut dire qu'on doit communiquer. Et nous, on communique parce qu'on veut trouver les investisseurs. À partir du moment où on veut trouver les investisseurs, quelque part, le promoteur se retrouve dans les journaux, se retrouve dans les réseaux, donc son projet devient public et il acquiert une notoriété. Ouais. Donc, il y a tout un coût marketing-communication que nous mettons en place et qui est supporté par nos honoraires. Ouais, très clair. Et ça, c'est le meilleur stage pour lancer ce processus, c'est pré ou post-permis, quand le permis est curé? Alors, on n'a pas de règles, on n'a pas les 10 commandements du bon fonctionnement du crowd, quoi. Donc chaque cas est à analyser séparément, parce que chaque cas est particulier, parce que parfois il y a un terrain où, au Luxembourg, évidemment, c'est beaucoup plus simple, parce que les permis sont quasi accordés d'office. Donc le sport national, c'est pouvoir acheter le terrain. En Belgique,
Le sport national, c'est obtenir le permis. Avant 10 ans. Voilà, et donc quelque part, mais le prix des terrains est moins élevé en Belgique qu'au Luxembourg. Donc chaque cas est particulier et on s'adapte. On s'adapte parce qu'on est vraiment partenaire, on est le deuxième partenaire financier du porteur de projet, parce que d'abord c'est la banque et on respecte tout à fait le fait, et on veut surtout qu'il aille à la banque, parce que pour nous c'est une sécurité que la banque, le comité de crédit de la banque ait validé le dossier, ça rassure tout le monde. Et puis aussi c'est des montants importants de l'ordre de 70% qui sont prêtés à des taux moins élevés que les nôtres. Et donc pour nous c'est vraiment, on est partenaire avec le porteur de projet et on essaie de trouver la meilleure solution pour lui par rapport à sa demande de fonds et son financement. Ouais, très clair. Et quel type de promoteur, on a parlé de différents types de projets, mais quel type de promoteur, quel type de taille? Et est-ce que vous avez une classe d'actifs qui vous plaît plus? Résidentiel, bureau, retail, etc. Alors, il est clair que le résidentiel a beaucoup, est très apprécié parce que c'est très facile à expliquer aux investisseurs le résidentiel. Maintenant, il n'empêche que le retail peut se justifier aussi, le commercial peut se justifier. En fait, nous, c'est simple. On se pose deux questions qui sont fondamentales. C'est un, à quoi vont servir les fonds? Est-ce que les fonds vont être utilisés pour quelque chose qui est utile, durable, qui répond malgré tout à une certaine éthique, qui a une certaine valeur et une certaine utilité? Et deuxièmement, comment ils remboursent? Donc ça, c'est vraiment les deux questions fondamentales. Et une fois qu'on a les réponses, eh bien, à ce moment-là, on détermine les modalités pratiques du prêt à mettre en place. Et comme je disais tout à l'heure, le prêt, c'est le capitalisme de base. Hein. Tu as un projet mais tu n'as pas d'argent, j'ai de l'argent, je te prête et tu me payes un intérêt et tu me rembourses à la fin. Je dis, c'est quelque chose de très simple que les gens comprennent et qui a une réelle valeur ajoutée par rapport à la finalisation même du projet, que ce soit immobilier ou corpo. Alors par rapport à ta question, c'est vrai que le gros avantage du résidentiel, c'est que bien souvent, les projets immobiliers sont vendus. Et donc, nous, la vente engendre le remboursement du prêt obligataire. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on privilégie. Ce qu'on n'aime pas trop, c'est les projets pour lesquels il y a le propriétaire conserve le bien en location. Parce que là, on a un problème au niveau du remboursement. Maintenant, par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure comme conférence, avec la tokenisation possible, là, d'office, on va avoir un nombre d'acheteurs qui vont garder le bien en gestion locative. Donc voilà, mais tout est faisable et c'est ça le charme de notre travail, c'est qu'on s'adapte et qu'on essaie de trouver la meilleure solution pour ceux qui ont besoin d'argent. Ouais. Ok, très clair. Je serais curieux aussi de mieux comprendre le type de retour qu'un investisseur privé peut attendre. Donc on parle d'un taux d'intérêt de 9% annuel pour le promoteur. Et quel est l'IRR pour le privé? Alors, l'IRR pour le privé, il va être simple, ça va être le 9% amputé du précompte et des taxes qu'il va devoir payer. Mais indépendamment de ça, les investisseurs ne payent aucun frais d'entrée chez B-Bonds. Donc, c'est vraiment, tu souscris à 100% l'émission obligataire. Si tu as la chance d'être dans un projet à 9%, tu toucheras 9% d'intérêt moins le précompte et tu seras remboursé à la fin de 100% plus le dernier intérêt qui peut être variable en fonction du projet qui a été financé. Donc vraiment pour l'investisseur, c'est très simple parce qu'il sait exactement combien il va toucher. Et c'est là que ça devient intéressant parce on a développé des rentiers, mais avec des petits montants. Donc les gens qui ont une petite épargne, et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, en fait, par l'investissement qu'ils font dans les différentes obligations qu'on émet, mais l'année suivante, tous les mois, ils touchent 8 ou 9% d'intérêt. Ouais. Et donc c'est très appréciable pour eux parce que ils bénéficient d'une rente mensuelle par rapport aux investissements qui sont faits. Donc voilà. Décomplexifie la finance sur les grands projets immobiliers. Génial, j'adore, on adhère. Merci beaucoup, c'était Joël Vivian et évidemment pas Julien. À bientôt Joël. Merci Idriss, c'est gentil à toi.